Bienvenue dans le débat. La France est-elle attractive? Oui, selon le baromètre EY, la France reste la première destination en Europe pour les investissements étrangers depuis 6 ans. Mais le nombre de projets a chuté de 14% en 2024, un recul inédit. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a lancé la 8e édition de Choose France à Versailles, qui accueille 200 patrons étrangers, dont le chinois BYD, le suédois Ikea ou encore l'américain Blackstone. La moisson cette année devrait battre un record de 20 milliards d'euros de nouveaux investissements étrangers. Il faut y ajouter 17 milliards d'euros de concrétisation d'engagement sur l'intelligence artificielle pris en février. Alors quelles sont les répercussions de l'opération Choose France à Versailles? Est-ce la bonne méthode? Quel est l'impact Trump? Quelles sont les retombées de l'attractivité de la France sur l'emploi et la croissance? Y a-t-il au contraire des risques de décrochage de la France? L'attractivité de la France est-elle fragile? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Président du Cercle des économistes, avec les rencontres du Cercle qui ont lieu, je le dis ce soir, à Aix, du jeudi 3 au samedi 5 juillet, et qui ont pour thème cette année, Jean-Hervé, affronter le choc des réalités. Un rappel pour comprendre et agir. Les rencontres qui fêtent d'ailleurs leurs 25 ans. En face de vous, Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Économiste, conseillère économique à PwC France. Bienvenue également. Benjamin Coria est avec nous ce soir. Bonsoir. Professeur émérite de sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord, fondateur de la revue en ligne en commun.net. Bonsoir et bienvenue. Gilles Babinet est avec nous ce soir. Bonsoir. Coprésident du Conseil national du numérique, auteur de l'ouvrage Green IA, intelligence artificielle au service du climat, et c'est aux éditions Odile Jacob. Nous attendons une allocution du président Emmanuel Macron, donc en direct de Versailles, qui a reçu donc en grande pompe plus de 200 patrons étrangers. Une moisson qui devrait donc battre un record puisqu'on parle de 20 milliards d'euros de nouveaux investissements. On va écouter très vite le ministre de l'économie, Éric Lombard, c'était ce matin. Ça participe du redéveloppement, du redéploiement d'une puissance industrielle française. Alors le nombre d'emplois n'est pas chiffré, mais je veux dire que dans une période de difficultés économiques relatives, l'emploi se tient. Ce qui veut dire que... Il y a un chiffre qui circule, c'est environ 30 000. C'est dans ces eaux-là ? Oui, mais après, il y a l'effet d'enchaînement. Ce que nous pensons, c'est qu'avec ces investissements, on peut redevenir offensif sur l'emploi. Et il se trouve que nous avons des jeunes de talent qui cherchent un emploi. Le taux d'emploi des jeunes est insuffisant, même s'il remonte. Et puis, il y a aussi les seniors que nous aimerions garder plus longtemps au travail. Donc, ça va être une des réponses au sujet du chômage. Je rappelle d'ailleurs que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. On va reparler du chômage dans un instant. Ça contribue à la résoudre. On vous sourit, le chômage n'a jamais été plus bas depuis 30 ans. Jean-Hervé Lorenzi, juste très vite, Choose France, ça marche pour manifestement les investissements étrangers, puisqu'on aurait 20 milliards d'euros de nouveaux investissements étrangers. C'est important, ce type d'opération, de communication, de grand raout? Moi, je trouve que oui. J'ai toujours été sceptique sur l'idée que la politique économique se résumait à la Start-up Nation. Je trouvais que c'était un peu court. Mais je trouve que c'est bien. Si on prend les chiffres, c'est pas compliqué. Il y a entre 2015, alors c'est avant le Choose France, mais 2015 et 10 ans après, en gros, le nombre de création d'emplois et de création de produits, de projets ont doublé. Donc les chiffres sont plutôt favorables. Alors c'est loin de résoudre tous nos problèmes, mais c'est un petit bout du problème et je trouve que c'est pas mal, oui. Oui. Benjamin Coria, vous aviez l'air de sourire en écoutant notre ministre parler de l'emploi. Parce que c'est l'amitié qui le fait sourire. Oui. Non, je souriais parce que le ministre disait que c'est le meilleur taux de chômage depuis je ne sais pas combien de temps. C'est sans doute vrai. Mais c'est le plus mauvais ou le deuxième plus mauvais taux de chômage d'Europe. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, on fait plutôt plus mal, y compris que la Grèce, que le Portugal, etc. En création d'emplois ou en taux de chômage? En taux de chômage. En taux de chômage. C'est en partie lié, quand même, vous l'admettrez bien. Alors, maintenant, sur Choose France, les annonces, heureusement qu'il y en a, parce que 20 milliards on est un des rares pays du monde à concentrer en un seul jour toutes les annonces de l'année.
Hein. Bon, donc je veux dire, c'est quand même... Il vaut mieux qu'il y en ait. Comment ? Il vaut mieux qu'il y en ait. Voilà, il vaut mieux qu'il y en ait. Alors, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il y a beaucoup moins d'annonces Choose France que Quit France, où il n'y a pas d'événement organisé pour Quit France. Hein. Mais, si vous appelez Quit, mais la quantité de retraits et d'entreprises qui ont fermé est nettement supérieure aux annonces de Choose France. Donc, heureusement qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a. Vous êtes d'accord, Stéphanie Villers ? Oui, en fait, ça procède de l'attractivité de la France et c'est bien on va dire, le seul bilan positif d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle qu'il était la semaine dernière à l'antenne pour faire un bilan global de ces 7-8 ans passés à l'Élysée. Eh bien, je pense que le grand point positif sur lequel il peut miser, c'est bien sa capacité à avoir redonné un peu... un esprit business un peu à la France. Oui, et qui est toujours pas en fait contrarié par ce qu'on voit des investissements étrangers. Gilles Babinet, l'IA, donc l'intelligence artificielle, votre grande spécialité apparemment, c'est un peu aussi la star des investisseurs étrangers en France, c'est vrai ça ? Oui, ça fait un certain temps. On l'a vu au sommet de l'IA où on a eu, je le rappelle, 107 milliards d'annonces d'investissement et donc les 17 milliards dont on parle aujourd'hui sont en fait... une partie de ces investissements, où sont passés les autres, soit ce sera annoncé plus tard parce qu'on attend les confirmations, soit une partie peut-être s'évaporera, mais je pense que c'est quand même une dynamique qui reste assez importante. C'est-à-dire, vous avez les investissements traditionnels et je crois qu'ils sont nécessaires, notamment ceux qui sont orientés vers l'industrie, puisqu'il y a des externalités en emploi importantes. Et puis, vous avez ces investissements qui sont liés à l'IA, et vous avez ce qui lie l'un à l'autre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et je pense que c'est ça la vraie direction qu'on devrait prendre, c'est-à-dire avoir une industrie qui n'est pas seulement une industrie au sens classique du terme, mais qui est une industrie compétitive, modernisée. Ça demande des investissements à long terme, c'est un travail continu, pas juste une annonce à un instant T, j'imagine. Oui, en fait, c'est plus une notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'investissement en R&D. On n'est pas très bon. On est aux alentours de 2 points de PIB et c'est à peu près la moyenne européenne. Il faut être capable d'investir notamment dans l'éducation. On le fait, mais c'est quand même les résultats ne sont pas excellents, notamment PISA. Et donc, le vrai sujet, c'est la dynamique de long terme. C'est d'arriver à s'inscrire dans un temps qui se compte non pas en années, mais plutôt en décennies. Jean-Hervé, alors quels sont les atouts de la France ? Si on regarde justement la fameuse étude EY, d'abord ils disent que le nombre de projets a quand même chuté de 14% en 2024. Donc ça, c'est un recul. 2022 qui était formidable. Je veux dire, nous sommes tous les 4 des économistes. On est trop économistes pour croire à ces chiffres. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une année où c'est un peu en dessous. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Mais sur les atouts de la France, alors ils disent recherche et développement. Ils disent que ça, c'est un atout. La force du marché intérieur, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de vie et les infrastructures. Ça, ce sont les atouts. Les freins, le coût du travail, c'est toujours un peu les mêmes. Complexité réglementaire et fiscale, instabilité politique. Ça s'est ajouté, j'imagine, depuis il faut rajouter la dissolution. Peut-être le plus important. Moi, je suis d'accord avec tout le monde je trouve. Mais enfin bon, toujours, quand un truc marche un peu en France, il vaut mieux dire que ça marche plutôt qu'inlassablement expliquer que c'est la fin du monde. Le verre à moitié plein. Et quand même, c'est fatigant tout ça. C'est l'âge qui rend beaucoup plus sage sur ce genre de choses. Non, notre inconvénient majeur, et je le rappelle à mon camarade, c'est qu'en 2000, nous avons décidé sciemment, notre pays, de se désindustrialiser. Nous avons décidé qu'on allait devenir la plus grande cité financière du monde, enfin mieux que Londres. Il fallait quand même avoir sacrément de naïveté pour le penser un instant. On était très fort en tourisme. Et ça l'est. Et je trouve que quand même, il y a eu pas mal de mouvements, et Gilles connaît ça par cœur, et notamment sur les technologies. Alors, c'est vrai que par ailleurs, on a un atout qui est formidable. Alors, l'atout numéro 1, quand on dit la qualification de la main-d'œuvre, c'est surtout l'immense talent de toute une partie de jeunes ingénieurs talentueux en maths qui font qu'on est. Il y a une partie qui part d'ailleurs, qui quitte la France. Oui, mais il y en a aussi, pas tous. Voilà, on a toujours l'impression qu'on est au fin fond du Zimbabwe et que non, il y en a qui partent. Qui reste, et c'est quand même, quand on regarde le nombre de boîtes d'IA qui existent, enfin là je parle sous le contrôle de Gilles, c'est évidemment quand même très positif. Ils s'en vont pas donc. En fait, c'est très très bon dans l'IA en France.
Bon, ils vont un peu aux États-Unis, alors peut-être moins maintenant. En fait, ils partent, mais ils partent de façon à peu près proportionnelle à ce qu'on observe dans les autres pays. Au Royaume-Uni, c'est impressionnant, c'est les 2 tiers qui partent. Mais pourquoi? Parce que 2 tiers des cerveaux? Non, les 2 tiers des étudiants du supérieur qui partent, mais parce qu'ils viennent aussi en partie de l'étranger, en grande partie. Mais les chiffres n'ont rien d'inquiétant à cet égard. Et par ailleurs, quand ils reviennent, ils sont généralement formés, extrêmement compétents, et on en a beaucoup ces derniers temps qui sont venus monter des startups. Là, je vois Emmanuel Macron qui vient de prendre le micro à l'instant. Vous allez voir les images en direct. Donc, il va prendre la parole, j'imagine, dans quelques minutes. On l'écoute. Merci beaucoup. Bonjour. Hello everybody. I'm sorry to make... Please. I'm sorry to make you... Pardon de vous to be... attendre. Et pour tout vous dire, j'étais au téléphone avec le président Trump et quelques collègues européens à l'issue de son échange avec le président Poutine. Et cela fait partie de ce monde fou. Et j'imagine que vous en avez vous-même beaucoup parlé. Alors, très brièvement, afin que je puisse ensuite répondre à vos questions et que nous puissions ensemble aller dîner. J'aimerais commencer en remerciant nos ministres, membres du Parlement. Commissioners and ladies and gentlemen, thank you very much for... Ici présent, merci de votre participation à cette nouvelle édition du sommet de Choose France. Je souhaitais également remercier Teddy Riner pour son rôle dans cette démarche Ensemble marquons les esprits, ainsi que Pascal Cani. Je pense qu'aujourd'hui, et dès la préparation de ce sommet, nous avons également promu certains secteurs, le tourisme, le cinéma, aujourd'hui même encore, des secteurs essentiels dans lesquels la France a clairement démontré son leadership, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, et puis à l'occasion de ce nouveau Festival de Cannes. Il est clair que le cinéma fait également partie de notre programme France 2030. Et puis, vous avez également investi dans différents domaines, l'intelligence artificielle, les télécoms, l'hydrogène verte, l'activité circulaire, etc., etc. Je ne vais pas être trop long et tous les énumérer, mais c'est une édition très complète. Nous avons entendu qu'il y aurait 20 milliards d'investissements nouveaux et également 20 milliards supplémentaires à l'issue du sommet sur l'IA du mois de février. Donc une excellente édition et je remercie très sincèrement ceux qui ont choisi, décidé d'investir dans notre pays. Alors c'est le résultat de travaux collectifs au cours des 8 dernières années. Nous avons réduit le coût du capital afin de favoriser les investissements dans le pays. Nous avons réduit le coût du travail, augmenté la flexibilité, nous avons créé et nous avons entrepris de nombreuses réformes macroéconomiques afin précisément de disposer d'une approche beaucoup plus favorable aux entreprises. Et nous, maintenant, au niveau français, eh bien, pour nous, la priorité, la toute première priorité est la stabilité afin de préserver cette visibilité en matière fiscale, etc. Simplification, car il nous faut rationaliser de très nombreuses réglementations, comme nous le faisons, afin notamment d'aller plus vite pour les data centers, etc. Et la confirmation également d'une voie vers la décarbonation. Nous avons créé 2,2 millions d'emplois et tout en multipliant par 4 la réduction de CO2 grâce à la simplification et de bonnes incitations et également des investissements publics. Bienvenue à la BCE. J'aimerais remercier tous les entrepreneurs ainsi que leurs équipes, car ce que vous avez fait au cours des dernières années est absolument incroyable. Et permettez-moi de remercier également ceux qui ont investi durant cette période, car vous avez clairement, en quelque sorte, fertilisé ces réformes macroéconomiques. Nous avons également adopter des réformes sectorielles. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir où nous en sommes et où nous souhaitons aller. Il est clair que la situation n'est pas
idéal en Europe aujourd'hui. Soyons lucides quant à la situation, car le risque de désynchronisation avec le reste du monde existe. Et de fait, au cours de ces 2-3 dernières années, nous avons été soumis à une concurrence ardue en provenance de l'Asie du Sud-Est, la Chine, pour le tourisme notamment. Et puis, quant aux règles, est-ce que ce sont des règles du jeu équitables dans de nombreux secteurs? Et en même temps, nous avons ouvert nos marchés à des entreprises en provenance de ces régions qui appliquent des normes moins strictes. Et puis, par ailleurs, en Chine, un mécanisme de surcapacité du fait des investissements qui a menacé et mis à mal des industries dans nos pays. Et puis, par ailleurs, une autre... L'acte pour la réduction de l'inflation, très agressif, mais c'est normal, l'IRA. Et maintenant, le risque qui résulte des droits de douane. On pourra y revenir. Donc, tout cela génère beaucoup d'incertitudes, un problème d'équité ou d'inéquité des règles du jeu. Et il faut vraiment maintenir le cap. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons eu les rapports Draghi, l'État. La Commission a commencé à réagir. Mais maintenant, il s'agit véritablement de mettre en œuvre et il est question aussi de rapidité et d'ampleur. Il nous faut aller vite et faire beaucoup si nous voulons faire partie et rester dans la course. Donc tout d'abord, pour ce faire, simplification. Nous avons d'abord, merci Monsieur, d'avoir mis en œuvre. Merci au vice-président de la Commission européenne pour tout cela. Nous avons également maintenant le chancelier Merz et il y a toutes ces réglementations CS3D et CSRD. CS3D vient d'être reporté certes pour 1 an, mais il faudrait l'écarter. Et je ne parle pas du contenu, je parle simplement de la façon de nous resynchroniser avec les États-Unis. Sinon, nous n'aurons aucune chance compte tenu de la situation si nous disons nous y procéderons dans 12 ou 18 mois parce que vous avez vos business plans, vous allez chiffrer ces nouvelles réglementations. Donc, simplification, nous avons besoin de simplification dans différents domaines. Premièrement, c'est le premièrement. Deuxièmement, il nous faut renforcer le marché unique. C'est lié à la simplification. Et ça, ce marché unique est un succès dans de nombreux secteurs, mais n'est pas suffisamment fort. Vous êtes nombreux à avoir encore à traiter, à faire avec 27 réglementations. Donc, la première simplification, c'est de faire en sorte que pour vous, qu'il s'agisse du secteur numérique, de l'agriculture, de l'acier ou peu importe, faire en sorte que vous soyez certain que le marché de 450 000 habitants en Europe soit véritablement un marché européen, un marché de l'UE. Et en parallèle, nous voulons lancer une approche de marché unique dans les télécoms, l'énergie et la finance. 3 secteurs qui ont été exclus initialement lorsque nous avons conçu le marché unique et ce programme. Et c'est l'une des raisons, en particulier pour les télécoms, raison pour laquelle nous avons moins investi qu'aux États-Unis. Or, c'est vraiment quelque chose qui tire l'innovation. La finance aussi, c'est l'une des raisons de ce paradoxe, parce que quand vous regardez l'Europe, nous sommes le continent avec l'un des plus hauts taux d'épargne, mais cette épargne n'est quasiment pas investie en capital et en innovation sur notre propre territoire. Pourquoi? Parce que nous sommes financés par les banques et les compagnies d'assurance. Et après la crise financière, nous avons mis en place des réglementations que n'ont pas adoptées d'autres, alors même qu'ils étaient pour certains à l'origine de la crise, et je pense aux réglementations BAL. Et de fait, l'épargne n'est pas utilisée comme il le faudrait. Donc, il y a effectivement des mesures de titrisation et un renforcement du marché de capitaux parce que nous savons que les grands acteurs, il faut que les grands acteurs investissent sur notre marché.
troisième chose dont les Européens ont besoin, c'est plus d'investissement. Il nous faut investir plus dans l'IA, la tech verte, notamment car ce sont des domaines dans lesquels nous manquons d'investissement à la fois public et privé. C'est pour ça que nous avons poussé très dur pour revoir l'échelle le niveau du budget européen, car il y a un risque de fragmentation du marché européen. Donc nous avons besoin d'investissements, entre guillemets, fédéraux, donc d'un budget plus élevé. Mais en parallèle, il nous faut créer cette union de marché de capitaux pour avoir plus d'investissements privés dans ces secteurs. Et le point suivant, protection. C'est un mot que l'on n'entendait pas, qui était quasiment tabou dans ce type de débat. Mais soyons clairs, si nous parlons d'avoir des règles du jeu équitables, il nous faut accélérer les réformes, la simplification, mais aussi ne plus être naïfs, nous les Européens. Et soyons sûrs que nous préservons pour les acteurs principaux de notre continent des règles du jeu équitables avec les autres. Or, ce n'est pas le cas quand on parle des États-Unis, et encore moins quand on parle de la Chine. Le seul lieu où il n'y a pas de règles équitable pour les acteurs européens, eh bien, c'est l'Europe. C'est un marché ouvert. On peut demander beaucoup à nos propres entreprises, mais nous ouvrons notre marché dans les mêmes domaines à des entreprises étrangères avec des critères, des exigences bien inférieures. C'est le cas pour l'acier. On importe de l'acier en provenance d'Asie énormément, avec notamment en matière de CO2 des exigences bien inférieures. Et par ailleurs, nous réduisons la capacité de nos propres producteurs à développer l'industrie de l'acier en Europe. C'est fou. Et c'est la raison pour laquelle préserver tout cela exige des mesures de sauvegarde, des clauses de sauvegarde et également des mécanismes d'ajustement aux frontières. Et si nous ne sommes pas en mesure de le faire, eh bien, corrigeons nos propres réglementations. Et il y a deux façons de le faire. Soit vous faites en sorte que les acteurs non européens suivent les mêmes règles lorsqu'ils entrent sur nos marchés, ou revoir les règles, les exigences pour notre propre marché intérieur. C'est ce qu'il nous faut. Clause de sauvegarde, simplification, mais également des mécanismes d'ajustement aux frontières. Et l'un des points essentiels pour les mois et les années à venir, c'est d'avoir une règle quant à la composition européenne en matière industrielle. Et je pense notamment aux véhicules électriques. C'est l'un des premiers domaines dans lesquels on a restauré la compétitivité avec les véhicules chinois. Mais ce n'est pas suffisant, car si on ne regarde que le véhicule, mais pas tous les composants, eh bien, en l'occurrence, ça n'a choqué personne parce que ça fait partie des règles du NAFTA, de l'AELA. Et c'est ce dont nous avons besoin pour l'Europe. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que j'aimerais pouvoir répondre à vos questions. Bien évidemment, je pourrais revenir sur les questions commerciales, des droits de douane et les incertitudes de l'environnement actuel. Mais avant de parler de tous ces facteurs externes que nous ne maîtrisons pas totalement, ce que j'ai dit ici, c'est ce que les Européens peuvent faire pour eux-mêmes. Je suis totalement favorable au démantèlement des droits de douane, mais commençons par voir ce qui se passe. Je suis tout à fait favorable à la réduction de l'imprévisibilité qui règne dans le monde, mais commençons par réduire l'imprévisibilité pour nos propres entreprises. Donc pour moi, c'est stabilité au niveau français, mettre en œuvre le programme de financement public et reprendre le contrôle de notre compétitivité au niveau européen. Vous venez d'entendre donc le président de la République en direct de Versailles à ce fameux sommet Choose France. Nous sommes toujours avec nos invités Benjamin Correa, Stéphanie Villers, Gilles Babinet, Jean-Hervé Lorenzi. Un mot peut-être donc sur les différentes analyses, on peut dire, du président français Stéphanie Villers. Simplification européenne, il dit, renforcer le marché unique, notamment dans la finance, investissements fédéraux, c'est-à-dire un budget commun plus important, et protection, dit le président de la République, en particulier autour des véhicules électriques. Voilà à peu près les 4 mots d'ordre.
quoi. Oui, c'est un marché unique pour la finance, la technologie et l'énergie, ça c'est essentiel. Et moi je pense que voilà, tout est dit puisque c'est Choose France, mais en même temps c'est Choose EU. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que de l'Europe en fait. Et là je pense qu'il a compris en fait là où le défi se situait lorsque la Chine nous dit qu'elle veut être la première puissance mondiale dans les technologies d'ici 2030. On sait qu'elle met des moyens colossaux pour y arriver. Les États-Unis, Donald Trump a annoncé un plan de 500 milliards pour l'IA. Bon, alors nous, au niveau français, on ne va pas pouvoir combattre. En fait, c'est uniquement au niveau de l'Union européenne. Donc je pense que là, il s'adresse aux investisseurs étrangers en remettant en fait l'église au milieu du village, en disant mais oui, nous on a compris, en fait ça va se jouer au niveau européen et c'est ce qu'il faut faire au niveau européen pour être des réels concurrents vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de la Chine. Et pour moi, c'est essentiel. Alors après, ça reste quand même que des effets d'annonce parce que voilà, il a la méthode, il y a qu'à. Mais on le fait comment en réalité? Puisque c'est pas en France que ça se décide, c'est à Bruxelles. Bien sûr, Jean Lorenzi également. Non, Benjamin Correa, il faut la parole d'abord. Juste un mot, c'est que vous avez tout à fait raison. D'abord, c'est des effets d'annonce. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est totalement contraire à tout l'ADN de l'Union européenne. Ça fait 20 ans, je crois, qu'on a fait ce bouquin ensemble, un rapport du Conseil d'analyse économique. L'ADN de l'Union européenne, c'est la politique de la concurrence. C'était l'ancienne DG4, et c'était surtout empêcher les fusions, concentrations, etc. Donc les grands groupes industriels européens. Mais bien sûr. Donc pendant c'est fini ça ou pas? Fini. Non, c'est pas fini. Il est proclamé que on va faire un tournant, en particulier dans les industries de défense. Et encore, c'est parce qu'on est poussé aux fesses par la guerre en Ukraine et par Trump. Mais je veux dire, il n'y a pas les outils en Europe. Tous les outils qu'on a, ils sont contre ça. Alors que ça pour serait les plus vieux, pour les plus vieux, je ne sais pas si vous vous rappelez l'affaire Airbus de Havilland. Bon, de Havilland, c'était un petit constructeur, mais vraiment de 10e zone. L'Union européenne a opposé son veto à l'absorption de Havilland. Pendant ce temps, McDonald's fusionnait avec Airbus. Donc je veux dire... C'est une politique industrielle. J'ai presque envie de faire comme De Gaulle, dire l'Europe. Mais non, l'Europe. C'est contraire à son ADN. Oui. C'est contraire à son ADN. Gilles Babinet, vous vouliez dire que c'est terminé, cette absence de politique industrielle européenne? On voudrait bien. Je suis assez nettement en désaccord en fait avec ça. Je pense que la naïveté qui a prévalu effectivement pendant des décennies n'est plus de mise. Et je pense que avec toutes ses qualités et ses défauts, c'est beaucoup... le couple Breton-Vestager qui a été à l'origine d'un débat très critique dans la précédente commission. La commissaire à la concurrence à l'époque. À la concurrence et puis le commissaire à l'économie. Et ce débat s'est fini sur finalement cette guerre en Ukraine. Et je pense que tout d'un coup, on a compris qu'il fallait avoir des enjeux de taille critique. C'est totalement vrai dans le numérique. Dans le numérique, c'est impossible de faire des grandes startups si vous n'avez pas un marché intégré. Mais pourtant, on n'a pas d'Amazon. Mais justement, vous n'avez pas d'Amazon. Mais forcément, dans le numérique, il y a quelque chose on attend le gros européen. Exactement. Mais quand GAFA. vous avez affaire à 27 CNIL, à 27 autorités de la concurrence, à 27 autorités de la consommation, la probabilité que vous arriviez à faire ça, elle est nulle. Donc c'est la réglementation. Donc c'est effectivement l'intégration européenne, c'est ce qu'a dit le président à l'instant là-dessus. Et pour avoir quand même travaillé pendant 8 ans à la Commission, je peux vous dire que l'état d'esprit n'est plus le même du tout. Et une chose sur laquelle moi j'ai potentiellement d'ailleurs un certain nombre de réserves, mais la notion de politique industrielle qui était littéralement un gros mot à la Commission, ça, oui, je suis placé pour le savoir, est aujourd'hui perçue comme, au moins dans le domaine de la défense, une dynamique qui est tout à fait nécessaire. Donc, si vous voulez, la Commission... L'esprit change. Après l'exécution, Jean-Hervé Lorenzi, combien de temps? Non, mais surtout, je crois que c'est important de le comprendre, c'est les textes fondamentaux disent qu'on ne peut pas toucher, à moins d'avoir l'unanimité, aux enjeux fiscaux. Et lorsqu'on regarde ce qui permet de faire de l'intégration, notamment des marchés financiers, eh bien, la fiscalité, elle est un peu comme le nez au milieu du visage. Donc, je loue que les 3 points que vient la notion de sécurité ou étant à part. Les 3 premiers points qu'il a évoqués sont absolument fondamentaux. Mais je pense qu'il est très conscient du fait que, je
pense que les gens à qui il parle, ici, c'est plutôt aux chefs d'État européens. Chef d'État européen plutôt qu'aux chefs d'entreprise. Aux chefs d'entreprise. Et il leur dit, là les gars, il faut quand même vous dépêcher, parce que si on ne traite pas ces sujets-là, le déclassement sera définitif. Jean-Hervé Lorenzi, alors moi, faire sauter simplification européenne, marché financier européen. Attendez. Je suis d'accord avec, simplement, en essayant de sortir un tout petit peu de la naïveté. On utilise le mot Europe un peu de manière permanente. Enfin, quand je vois la concurrence qui existe entre l'Allemagne et la France pour faire venir des investissements, je veux dire, on ne va pas le supprimer du jour au lendemain. C'est très bien de dire que tout se passe à Bruxelles. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Je suis heureux de voir arriver un nouveau chancelier allemand parce que lui va se bagarrer comme un malade, tout simplement parce que l'industrie automobile allemande est majeure. Pas l'industrie européenne, c'est l'industrie allemande qui est absolument majeure et il va vraisemblablement se bagarrer. Donc, il faut, me semble-t-il, d'abord pas être trop naïf. Moi, j'adore que la Finlande est un pays, une entreprise comme Nokia, mais c'est une entreprise finlandaise, c'est le talent. La SAP, enfin, je veux dire, quand on regarde ce qui existe, c'est des entreprises qui ont chaque fois eu des racines, une existence, et c'est ça qu'il faut arriver aussi à stimuler. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des trucs au niveau européen. Avant que le budget européen de technologie soit majeur, je veux bien, pense que je serai en train de vous regarder par en dessous. Mais donc ça veut dire que c'est long, c'est ça que vous dites. Oui, puis que ça n'est pas complètement... Vous savez, la Californie, c'est la Californie. Les gens en Californie se démerdent pour la Californie. Il y a une espèce de manière de ne pas traiter les sujets en avançant chaque fois des solutions, à mon avis, qui sont quand même un tout petit peu abstraites, qui est la réalité. Sur l'aspect commercial, c'est au niveau européen. Sur le niveau de l'investissement, le sujet majeur, mes chers amis, c'est le vieillissement de l'Europe. Oui, et c'est le fait qu'il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'il y a un lien entre l'âge et l'aversion au risque. Et donc, ça se passe de manière plus subtile que de dire juste on va faire un truc à l'Europe, etc. Il faut trouver l'argent. Et l'argent, elle est chez les gens qui sont de pays différents, de cultures différentes. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué. De risques, peut-être. Voilà. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'il a raconté. Honnêtement, ça n'engage pas grand-chose. Je suis pour un marché unique, je suis pour la compétitivité, je suis pour le bonheur de l'humanité, je suis pour la joie de vivre. Donc vous êtes tous pour ce qu'a dit en tout cas Emmanuel Macron. C'est l'exécution quand même qui reste compliquée, on l'a bien compris. Christophe Dansette, vous êtes sur place, vous avez suivi toute la journée d'ailleurs ce sommet de Choose France, vous avez interviewé un certain nombre d'ailleurs de patrons. Ils avaient l'air plutôt optimistes d'ailleurs, les patrons que vous avez interrogés. Christophe, que retenez-vous, vous, de l'intervention d'Emmanuel Macron qui est en train de répondre aux questions en ce moment, Oui, il répond aux questions, mais hors presse. C'est-à-dire que tous les journalistes ont été sommés de quitter la salle au moment de ces questions-réponses. Il a parlé 15 minutes environ devant l'ensemble de la presse et l'ensemble de cette salle, la salle des Galeries des Batailles, qui est une très belle salle ici au château de Versailles, dans une salle où il faisait extrêmement chaud et où il y avait 500 à 600 personnes au total. Et donc, parmi ces 500 ou 600 personnes, un certain nombre de ces patrons qui ont décidé d'investir, 200 patrons étrangers au total et un certain nombre, plus de 50 projets d'investissement, 20 milliards d'investissements nouveaux, plus 21 milliards presque, puisque c'est 20,8 milliards qui avaient déjà été annoncés au mois de février au sommet de l'IA et qui là sont confirmés. Mais sur l'ambiance, vous avez raison, il y avait effectivement ces patrons à qui nous avons parlé qui ont souligné le côté optimiste, le côté des réformes, des dernières réformes, ce qu'a également souligné Emmanuel Macron, que c'était quelque chose qui faisait que on avait envie d'investir en France et que le climat actuel politique, notamment la peur peut-être aussi d'un changement de règles fiscales, eh bien ça c'est pas des freins pour le moment pour tous ces investisseurs, parce que moi je dois avouer que j'étais presque étonné qu'on s'achemine vers une édition record. Le précédent record c'était 15 milliards d'euros, c'était l'année dernière. Là, si on met l'ensemble, les 41 milliards, là, on est quasiment plus que 2 fois plus, c'est presque 3 fois plus si on prend l'ensemble. Donc c'est quelque chose qui nous a étonnés. Il y avait ce climat d'optimisme, même si ce que je retiendrai de ce discours d'Emmanuel Macron, c'est plutôt eh bien les freins qui restent à surmonter. Vous venez d'en parler, que ce soit la simplification, que ce soit l'uniformisation du marché unique.
économique ou encore la protection face aux produits qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas les mêmes règles, pas les mêmes normes. Merci Christophe Dansette, donc en direct de Versailles où a lieu ce sommet Choose France. Stéphanie Villers, les États-Unis manifestement l'année dernière ont vu une hausse aussi des investissements étrangers au sein du pays, liés manifestement à la politique de Joe Biden. Avec Trump, est-ce qu'il en sera de même ou pas? Il y a cette politique donc de tariffs, de droits de douane très élevés, puis moins élevés. Enfin, on est encore un peu dans l'incertitude pour avoir le... Et est-ce que les entreprises vont quand même investir aux États-Unis? Alors celles qui avaient décidé d'investir avant l'arrivée de Donald Trump vont le faire. C'est l'exemple par exemple de Sanofi. Pour autant, Sanofi en fait, ils allaient effectivement investir aux États-Unis. Pour autant, en fait, il a changé l'ordre économique mondial et il a créé de l'instabilité. Et donc, comme dans les affaires, on a horreur de l'instabilité et l'incertitude. Je pense que là, aujourd'hui, les entreprises étrangères sont plutôt attentistes et attendent de voir venir. Et puis en plus, les nouvelles aux États-Unis sont de moins en moins bonnes. Vendredi dernier, Moody's a dégradé la note des États-Unis. Aujourd'hui, en fait, effet immédiat sur les taux d'intérêt américains qui ont bondi. Donc je pense que non, là, on n'est pas arrivé. Je pense que Donald Trump a tiré une balle dans le pied des États-Unis, dans l'économie américaine. Il n'y a plus ce vent d'optimiste. Et l'Europe, en fait, est en train de voir aussi que les États-Unis ne figurent plus en tête de liste des partenaires commerciaux et financiers. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, en fait, à Choose France, à Versailles, il y a énormément d'investisseurs américains, mais aussi qui viennent d'autres zones, qui viennent du Moyen-Orient, d'Asie. On essaye en fait de diversifier nos partenaires, diversifier nos risques. Donc petit à petit, les États-Unis sont en train de perdre la bataille. Gilles Babinet, vous êtes d'accord? Alors il y a eu effectivement un investissement des Émirats, un investissement important, en particulier dans l'intelligence artificielle du côté des Émirats arabes unis. Est-ce que l'Europe, la France pourrait tirer son épingle du jeu avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Oui, ce qui était très intéressant, d'ailleurs, ce qu'on a vu lors du sommet de l'IA, c'est le fait que la France a essayé de susciter une forme de coalition de l'IA qui était quand même avec des pays qui n'étaient pas américains. Voilà. Notamment donc les Émirats, les pays des Émirats, l'Inde en particulier, qui était l'invité d'honneur de ce sommet. Et en fait, lorsque cette initiative a été prise, il y a un certain nombre d'observateurs qui disaient « bon, c'est bien sympa, mais est-ce que ça peut marcher, tous ces pays un peu secondaires ?» Et je crois que cette instabilité fait peur. Le fait que vous ayez vraiment des attaques très fortes qui soient faites à l'égard du système de recherche public, ça c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les chercheurs. Et en réalité, je pense que le meilleur ambassadeur de l'Europe actuellement, c'est Trump. Dans la technologie en particulier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent nous, on est sur un monde complexe, un monde dans lequel on a besoin d'avoir un certain nombre de facteurs de stabilité et on se tourne plutôt sur d'autres pays pour faire ce genre de choses. Mais l'Europe est très très loin derrière les États-Unis et la Chine. On est très loin. Si vous voulez, par habitant, on est aux alentours de 4 fois moins d'investissement dans le capital risque qu'aux États-Unis. Les Américains sont 6 fois plus nombreux que nous. Donc ça vous donne une idée de la distance qui nous sépare. Mais en matière de dynamique de croissance, on a une croissance qui est 3 ou 4 fois supérieure à celle des États-Unis depuis au moins 4 ans. En France? Oui, en Europe et en France en particulier. Donc c'est positif. Ce qui me gêne un peu, c'est... Bon, c'est vrai qu'on est réunis parce que l'événement, c'est Choose France. Donc, on parle de l'attractivité. Donc, on parle de l'investissement international, qui est évidemment une dimension importante. Mais ce que je crois comprendre de ce que suggérait Jean-Hervé, avec quoi je suis parfaitement d'accord, c'est que avant l'attractivité, il y a qu'est-ce qu'on fait avec nos capacités, nos groupes, etc. Et moi, ce qui me désole, et je vais conclure ensuite, c'est que Total Energy, CMA-CGA, Saint-Gobain, Sanofi à lui tout seul, annonce 20 milliards d'investissements aux États-Unis. Le problème, il est là. Il n'est pas d'attirer une start-up de plus ou un capital risqueur de plus. Le problème, il est que nos grands groupes, notre savoir-faire, ne s'investit pas chez nous. Bon. Et pourquoi ils ne s'investissent pas chez nous? Alors, il y a la réponse habituelle du MEDEF, parce que les coûts du travail, vous voyez un peu les coûts du travail pour Sanofi. Vous voyez un peu les coûts du travail pour Sanofi. Hein. Vous voyez un peu les coûts du travail pour CMA-CGA, qui bénéficie d'une fiscalité totalement dérogatoire, qui lui permet d'être devenu ce qu'il est devenu, et qui pourtant va
investir aux États-Unis. Donc, en même temps, c'est difficile de reprocher aux entreprises d'investir là où elles pensent qu'elles vont faire des profits. Ah, si, non. Je veux dire, je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est une question. Non, je suis pas d'accord. En tout cas, ça c'est une question morale. On va aborder la question économique. La question économique, c'est qu'on est incapable, par les cadres et les perspectives qu'on trace, et ça c'est des éléments essentiels de la politique industrielle, dire on va là, et on va là pendant 10 ans ou 20 ans. Comme ont fait les Chinois avec la voiture électrique, comme a fait la NASA pour fabriquer SpaceX, comme a fait... Donc ça demande quoi? Plus d'argent, plus d'investissement? Et ça demande une vision. Ça demande une vision. Ça demande de dire, nous les Européens, nos savoir-faire, ils sont comme ils sont, hein, il faut en faire un inventaire, on les connaît bien. Et avec ça, voilà où on veut aller. Bon. Il manque la ligne, en fait. Voilà. Et là où on veut aller, on a cru à un moment... Et ça, c'était une orientation stratégique pour l'ensemble de l'industrie. On a cru à un moment que c'était le pacte vert et que c'était les questions de transition écologique. Je reste persuadé que le grand atout de l'Europe est là, à la fois culturellement et du point de vue de ses industries. On n'en parle plus beaucoup. Hein, et voilà, et on n'en parle plus beaucoup. Et on court avec des start-up derrière les États-Unis qui ont 10 ans d'avance sur l'IA et 25 ans d'avance sur les semi-conducteurs. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Juste peut-être pour essayer de... J'ai cru qu'on recentrait sur Choose France d'aujourd'hui. Vous répondez aussi à ce qu'a dit Benjamin Toria. D'abord, je ne crois pas que la situation économique mondiale et américaine soit déterminée. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je remarque que les constructeurs automobiles, semble-t-il, il y a pas mal de constructeurs automobiles qui ont souhaité annoncer qu'ils allaient réinvestir aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il est complètement... particulier, le père Trump, il est un danger public, mais il n'empêche que c'est un tout petit peu plus compliqué que de dire que les États-Unis vont s'effondrer, que l'Europe va sortir vaillante de cette opération. Sur la technologie, sur l'entrée, moi je partage ce sentiment qui est d'être très subtil et intelligent sur ce dispositif. Là, on sort des grands mots, le truc, on va faire... évidemment qu'il faut qu'il y ait un marché des capitaux en Europe. Évidemment, cela dit, c'est un peu compliqué parce que, bon, pour des milliers de raisons... Chacun a sa réglementation, chacun... Oui, puis je veux dire, c'est les banques, ils n'ont pas envie. C'est compliqué. On vit avec des acteurs économiques. Vous êtes toujours... On a l'impression que c'est Mme von der Leyen, le chef d'État qui décide. Il y a des acteurs économiques. Le patron de Volkswagen, il a sa logique à lui, qui n'est pas celle de savoir si l'automobile européenne marche bien. C'est Volkswagen. Même chose pour à peu près tous, et pour les systèmes bancaires. Je crois qu'il faut être très subtil, essayer de bâtir, comme tu l'as dit, une vraie logique, de bâtir peut-être, d'essayer, alors vraisemblablement de se protéger, c'est-à-dire se bagarrer sur l'acier chinois pour résumer, et arrêter sur les voitures, cette idée de 2035 sur l'automobile. Excuse-moi, mais je trouve que on va pas tuer l'automobile, en tout cas c'est l'automobile. Non, mais et dernier aspect, arriver, ça c'est difficile. Et c'est là où il faut jouer à la fois Europe et pays, parce que c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas que l'Europe et il n'y a pas que les pays. C'est un mélange des deux. Il faut arriver à canaliser de l'épargne, financer, arriver... L'énorme problème, en tout cas français, c'est qu'on a beaucoup d'argent, en fait, on a beaucoup d'épargne, mais cette épargne ne va pas vers l'investissement productif. C'est comme ça, donc toute bagnole... on a bien compris, mais du coup, comment vous faites s'il n'y a pas de marché alors moi, unique, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais je ne peux pas on a 30 secondes. Mobiliser mais je trouve que c'est plus compliqué que de dire, voilà, ça va, on va être gagnant uniquement parce qu'il y a Trump. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Et Trump, il est dans une lignée. Je dis pas ça. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Mais non, mais voilà, l'émission aussi est courte. Donc, en fait, on sait bien qu'il faut lutter contre les résistances. Il n'empêche que, bien sûr qu'on en aura, puisque c'est un modèle qui est en train de changer. Mais est-ce que, vraisemblablement, il y a un an, on nous aurait dit Trump va arriver et va détruire l'ordre économique mondial, va s'asseoir sur les règles de l'OMC, personne ne l'aurait cru en réalité. C'était pas possible. Il aurait été, on se dit, mais non, il va déjà rien que pour son économie américaine, il va pas bouger. Or si, en fait, il est capable de faire des choses qu'on ne comprend pas. En fait, économiquement, en fait, ça n'a a priori pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, les investisseurs étrangers se bousculent pas
pour aller investir aux États-Unis. Et il n'y avait que ça qui fonctionnait. Malgré ce que vient de dire Benjamin Correa, c'est-à-dire Sanofi. Oui, il y a des entreprises. Mais les groupes internationaux, effectivement, ils ne vont pas arrêter le marché américain. Il y a trois grands marchés, l'Asie, l'Europe et les États-Unis. On va pas faire. Les entreprises, en fait, ont une vision globale et on ne leur demande pas de faire de géopolitique. Il n'empêche qu'effectivement, il y a des résistances, il faut lutter, plutôt que de dire ça ne fonctionnera pas, parce que de toute manière, il y a des résistances. Le problème, c'est la différence entre la mentalité américaine et la mentalité européenne. Alors, en Europe, on ne peut rien faire. Aux États-Unis, on peut faire des choses, mais même qui dépassent l'entendement. Ce que Trump a fait dépasse l'entendement. Choose France, Emmanuel Macron qui demande la suppression de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Ça fait partie de la simplification. Oui, il y a probablement eu un peu de ça. Il y a une complexité administrative qui est connue et extrêmement lourde. La Commission s'est d'ailleurs engagée à réduire de 25% la bureaucratie qui repose sur les ETI et les... On a un peu l'impression que c'est l'Arlésienne, cette réduction de la bureaucration. C'est catastrophique d'abandonner cette directive. Il y a un point qui me semble... Pour l'environnement, on n'a plus le temps. En deux mots, il me semble qu'il ne faut surtout pas opposer les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle avec l'économie traditionnelle. Le futur de l'économie traditionnelle, c'est de mettre en œuvre ces technologies. Et c'est la seule possibilité que l'on a d'avoir une industrie à moyen terme. Donc, il faut être capable de développer, au contraire, ces acteurs-là pour qu'ils modernisent notre tissu productif. Merci Gilles Babinet, merci beaucoup Stéphanie Villers, Benjamin Correa, merci Jean-Hervé Lorenzi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Et je vous dis à demain.